Isabella Ladera, star des réseaux sociaux suivie par des millions, a poursuivi le chanteur Bélé, l'accusant d'avoir diffusé leur sextape. Nous allons examiner en détail le procès, les preuves et les arguments avec un avocat spécialisé dans ces affaires. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. Une nouvelle bataille judiciaire de célébrités vient de débuter. Cela concerne Isabella Ladera, âgée de 26 ans, qui est apparemment une grande influenceuse sur les réseaux sociaux, basée à Miami, avec 6 500 000 abonnés sur Instagram et 5 600 000 sur TikTok. Elle vient d'intenter un procès à son ex-partenaire, le chanteur pop colombien de 23 ans Bélé, alias Brandon de Jesus Lopez Orozco. J'espère bien prononcer le nom, désolé si ce n'est pas le cas. Pourquoi porte-t-elle plainte ? Elle affirme être victime essentiellement de porno-divulgation, que des extraits d'une sextape entre eux ont été diffusés. Et la réponse de ses avocats, je veux dire, l'argument est essentiellement qu'il est trop célèbre pour faire quelque chose comme ça. C'est intéressant. Nous en parlerons, mais discutons d'abord de ce procès. La plainte présente la chronologie présumée des faits. Laissez-moi vous l'expliquer. La plainte indique que Ladera et Bélé ont d'abord échangé sur Instagram avant de se rencontrer le 22 décembre 2023 à une fête à Miami. Maintenant, selon Ladera, Bélé lui a dit qu'il était en train de divorcer de sa femme, Camila Rodriguez. Néanmoins, Ladera explique qu'ils ont commencé à devenir romantiques, pensant qu'il pourrait être l'élu. Maintenant, elle affirme que c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à enregistrer leur relation sexuelle. Et pour être clair, elle affirme qu'ils ne les partageaient qu'entre eux. En fait, Ladera dit qu'elle n'a jamais pensé qu'ils seraient partagés ou vus par quelqu'un d'autre. Vous avancez rapidement jusqu'en mai 2024. Ladera affirme qu'elle a demandé à Bélé d'effacer les enregistrements et qu'elle avait fait de même. Selon elle, il a refusé et remis en question la confiance qu'elle lui accordait. La plainte indique qu'elle était loin de se douter que la confiance qu'elle avait serait un jour trahie. Le 4 juin 2024. Encore une fois, selon Ladera, Bélé n'a rien supprimé. Et Camilla, aujourd'hui séparée de lui, a mené, je cite, une campagne sur les réseaux sociaux sur les infidélités de Bélé. Et cela incluait la diffusion de communications privées entre Ladera et Bélé directement depuis son téléphone. La plainte indique, mais sans aucun doute, qu'elle y a accédé directement depuis son téléphone, comme on peut le voir sur une vidéo où elle les fait défiler sur le téléphone. Donc la plainte explique que Ladera et Bélé ont cessé de se voir en mars 2025. Mais ensuite, Bélé, selon elle, le 9 juin 2025, elle est approchée par deux personnes différentes qui, apparemment, avaient un peu des captures d'écran d'une des sextapes entre elle et Bélé. Ils l'ont averti que ces images bécavertes étaient partagées et que les vidéos complètes seraient probablement publiées pour que le monde entier les voie. Qu'a-t-elle fait ? Elle a demandé à son équipe de contacter le manager de Bélé car elle affirme n'avoir jamais partagé cela avec personne. La seule autre personne à avoir ce contenu était la pop star. 2 mois passent. Elle dit qu'aucune vidéo n'a été publiée. Elle pense que tout va bien. Mais elle indique que Bélé et son équipe n'ont vraiment rien fait. Et puis on arrive au 7 septembre et elle affirme qu'une de ses vidéos a été divulguée via un compte WhatsApp. La vidéo devient complètement virale. La plainte précise, pour Ladera, le temps s'est arrêté. Alors que le cycle médiatique était submergé comme un incendie de forêt par les vidéos, plusieurs personnes ont commencé à publier des déclarations que Ladera avait faites lors de ses moments les plus vulnérables après s'être senti trahi par la nouvelle de la fuite possible, et à utiliser ces déclarations pour créer un faux récit selon lequel c'était Ladera qui avait divulgué la vidéo pour son propre intérêt. Non seulement leurs déclarations et opinions non fondées sont insensées, mais elles sont également prouvées fausses par le fait que seules 2 personnes possédaient la vidéo et que Ladera les avait déjà effacées près d'1 an et demi auparavant. La seule autre personne que Ladera savait posséder les vidéos, Bélé, avait clairement montré ses intentions lorsqu'il avait refusé de les effacer, malgré la demande de Ladera. Le refus d'effacer les vidéos associé à l'accès apparemment facile à son téléphone établit que Bélé est la source des fuites. Avant de discuter des raisons de sa plainte, de la réponse de Bélé, des dommages, etc., j'invite Daniel Zalkowicz, avocat spécialisé dans ces litiges et la vie privée en ligne. Merci d'être venu. Que pensez-vous de ce type d'allégation ? J'imagine que vous en voyez souvent. Oui, malheureusement.
Le partage d'images intimes en ligne ou via des tiers est devenu très courant. Cela a vraiment entraîné une augmentation des préjudices à laquelle on ne s'attendrait pas dans ce genre d'affaires. La loi impose actuellement 150 000 dollars d'amende pour diffusion d'images intimes d'autrui. Ah, mais il y a eu un traumatisme à vie qui résulte de la diffusion de ce type d'images. Cela se produit à tous les niveaux. Je ne suis pas surpris que vous traitiez avec des célébrités, mais aussi avec des étudiants et des gens ordinaires. Et c'est toujours le même préjudice et les mêmes dommages. Au fait, quelle est la responsabilité légale d'une plateforme qui partage cela, qui partage la vidéo? Selon le Communication Decency Act, il n'y a responsabilité que si la personne est mineure et qu'il y a trafic sexuel. Je sais qu'il y a eu une forte pression pour essayer de changer la loi. Récemment, le Take It Down Act a été adopté par le Congrès, obligeant la plateforme à retirer les vidéos intimes dès qu'elle en est informée par l'utilisateur. Mais à l'heure actuelle, n'importe lequel de ces sites web a la capacité de diffuser ce contenu et il n'y a absolument aucune responsabilité. Et si quelqu'un avait la vidéo, disons qu'elle est, disons, bah, d'accord, elle est mise sur une plateforme de médias sociaux, quelqu'un la voit, la télécharge et la partage. Peuvent-ils être responsables? Ils peuvent l'être selon la loi fédérale. Malheureusement, c'est un schéma de fait très courant. L'idée que l'intime est éternelle est courante quand il s'agit de la diffusion d'images intimes. La personne, tant qu'elle partage sans le consentement d'autrui, est responsable en vertu de la nouvelle loi fédérale. Quelle est cette responsabilité? Que risque-t-il? Oh, la responsabilité est civile, non pénale, avec 150 000 dollars de dommages et intérêts, une injonction et l'exposition publique pour avoir partagé des images sans consentement. Mais c'est, tu sais, très approprié, non? Tu exposes quelqu'un d'autre, tu rends un moment très intime public, et maintenant c'est toi qui vas être exposé pour ce que tu as fait. Très intéressant. D'accord, laisse-moi te demander ceci d'ailleurs, avant qu'on entre dans le sujet. Si c'est vrai et que l'ADERA avait supprimé les vidéos de son téléphone, est-ce qu'il y a un moyen qu'elles aient pu être récupérées à partir de son compte, de son appareil ou de son cloud? Supprimer signifie-t-il vraiment effacer quelque chose? Bonne question. Souvent, en réalité, ce n'est pas effacé. Apple stocke des sauvegardes sur iCloud, au moins 3 sauvegardes dont vous n'êtes normalement pas au courant. Donc, même s'il l'a peut-être supprimé de son téléphone, donc si quelqu'un avait accès à son compte Apple, il aurait pu récupérer ses sauvegardes et vraisemblablement obtenir aussi des copies des vidéos. D'accord, passons à ces chefs d'accusation. Donc le premier chef 1, atteinte à la vie privée. Et l'idée ici, c'est que les vidéos étaient impersonnelles. Elles étaient privées, que l'ADERA pensait qu'elles resteraient ainsi, qu'il n'y a aucun intérêt légitime pour le public, qu'elle a effacé les vidéos de son côté. Donc la seule autre source possible venait du téléphone de Bélé. Elle affirme avoir subi des préjudices, de la honte, de l'humiliation, une détresse mentale. Que pensez-vous de ce motif d'action? L'atteinte à la vie privée est un délit spécifique à chaque État. Je suis avocat à New York et je peux vous dire qu'à New York, nous n'avons pas de délit d'atteinte à la vie privée. Dans le New Jersey, nous invoquons souvent ce motif d'action. En ce qui me concerne, cela ne regarde personne ce que vous faites dans l'intimité de votre propre maison et à quoi vous ressemblez lors de vos relations sexuelles, malheureusement. C'est donc clairement une atteinte à la vie privée. Ce n'est pas quelque chose qui était destiné à être vu par le grand public. Nous n'avons ni intérêt ni envie de voir cela et ne devrions pas en avoir le droit. Il y a donc une atteinte grave à la vie privée dans cette situation. Maintenant, d'un point de vue humain, si cela a été rendu public, je pourrais te dire que je comprends le préjudice. Je le comprends. C'est dévastateur. D'un point de vue juridique, comment prouves-tu le préjudice? Ou bien est-ce que, si cela a été rendu public, tu n'as même pas besoin de prouver le préjudice? C'est évident en soi. Tu n'as même pas besoin de le montrer. Parle-moi de la façon dont tu prouves le préjudice dans ce genre d'affaires. Donc, dans ces cas-là, on doit généralement engager un expert pour parler du préjudice psychologique. En fait, nous faisons appel à 2 experts. L'un est un expert sur ce type de préjudice qui surviennent à cause du caractère permanent d'Internet. Après avoir vu une de ces vidéos, il est presque impossible de l'effacer. Vous aurez un psychiatre qui interviendra et normalement, les victimes de ce type de préjudice souffrent de troubles anxieux généralisés, de troubles de stress post-traumatique et elles seront généralement diagnostiquées avec ces troubles. C'est donc le processus que vous devez mettre en place.
Encore une fois, pour l'amendement 2022 à la loi sur la violence contre les femmes, le préjudice est présumé de au moins 150 000 dollars plus dommages punitifs et frais d'avocat. Donc, la loi reconnaît qu'il y aura, quoi qu'il arrive, un préjudice inhérent à la diffusion de vos images intimes. Est-ce que cela exige que l'ADERA prenne la parole à la barre pour le prouver? Est-ce que cela exige qu'elle aille à la barre et dise «C'était dévastateur? Je l'ai vu circuler, j'ai vu des gens commenter dessus. Ma vie n'a jamais été la même. Voilà ce que j'ai enduré». D'un point de vue juridique, d'un point de vue de procès, j'ai l'impression que cela exigerait presque qu'elle prenne la parole à la barre pour expliquer ce qui lui est arrivé, non? Oui, c'est une action civile. Elle devra s'exprimer plusieurs fois. La première fois sera lors de sa déposition, où elle devra répondre aux questions de l'avocat adverse, parce que cela concerne des questions de santé mentale, parce que cela implique une détresse émotionnelle. Malheureusement, elle rend inévitablement sa propre santé mentale partie intégrante de l'équation. Donc, vous aurez la possibilité d'obtenir ces dossiers psychologiques. Vous aurez la possibilité de parler au médecin traitant. Elle devra aussi témoigner et expliquer au tribunal et au jury ce qui lui est arrivé et l'ampleur de son préjudice. Parlons du deuxième chef d'accusation, harcèlement sexuel en ligne. Cela cite un article de la loi de Floride selon lequel une personne sur une image sexuellement explicite prise avec son consentement peut s'attendre à ce que l'image reste privée même après l'avoir partagée. Et ils écrivent que publier ces images sans le consentement de la personne cause un préjudice psychologique important, que ces vidéos étaient sexuelles, qu'elles révèlent un comportement privé, qu'elles sont explicites. Et l'allégation est que Bélé a soit intentionnellement publié ce contenu sur WhatsApp, soit les a diffusés à une autre personne. J'ai consulté cette section qui engage une responsabilité pénale pour un délit mineur et permet aussi d'obtenir réparation en justice. Et ici, il y a une demande pour toutes sortes de réparations, des dommages intérêts, des frais d'avocat. Ce texte de loi sur le harcèlement en ligne, qu'en dis-tu, Daniel? C'est du harcèlement si tu partages les vidéos intimes de quelqu'un sans consentement pour nuire. C'est dans la nature des choses. Une fois ces vidéos en ligne, quelqu'un les verra, elles te reviendront et continueront de te nuire, même à l'avenir. C'est du harcèlement, tout simplement. La seule raison pour laquelle les gens partagent une de ces vidéos, c'est pour harceler la victime, au final. Je pense qu'un élément important ici, c'est le fait qu'elle voulait que ces vidéos restent privées. S'il avait filmé cela dans une rue publique, avec son consentement et son autorisation, cela ne serait pas forcément qualifié de harcèlement en ligne selon la loi. Le fait que ces vidéos étaient censées rester privées entre eux et qu'ils les diffusent sur WhatsApp, qui est une plateforme numérique, montre clairement que cela relève de ce type de harcèlement. Chef d'accusation 3, infliger volontairement une détresse émotionnelle. C'est une accusation généralement très large, mais ici ce qu'ils disent, c'est qu'il a soit intentionnellement diffusé les vidéos, soit agi avec un tel mépris pour la vie privée de l'ADERA que quelqu'un a pu obtenir ce contenu et le publier. Que c'était scandaleux, que cela a causé une détresse émotionnelle grave. Parle-moi de ça. Les plaintes pour préjudice émotionnel intentionnel, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, sont souvent un dernier recours. Très souvent, elles font double emploi avec les autres chefs d'accusation déjà déposés. Le concept derrière le préjudice émotionnel intentionnel, c'est que la personne partage ses vidéos dans le but de nuire et de provoquer une détresse émotionnelle. Et ils savent que cela va avoir cette conséquence. C'est un acte affirmatif conçu par le défendeur pour blesser quelqu'un. Les juges à travers le pays ont reconnu que la diffusion des images intimes de quelqu'un constitue une base pour causer une détresse émotionnelle intentionnelle. Allons plus loin, le concept de détresse émotionnelle intentionnelle, repose sur un comportement extrême et scandaleux. De toute évidence, si les allégations sont vraies, il est extrême et scandaleux de diffuser des vidéos privées à des tiers sur WhatsApp ou de les donner à un tiers pour qu'il les partage avec d'autres personnes, surtout dans l'intention de causer un certain préjudice. Et puis, nous avons la négligence. Je n'ai pas été surpris de voir celle-ci. Mais en gros, vous savez, obligation, manquement, causalité, préjudice. Donc, Bélé avait le devoir de préserver la confiance et la vie privée de l'ADERA, surtout après qu'elle aurait demandé que ces vidéos soient effacées. Qu'il aurait failli à ce devoir en publiant les vidéos ou en étant si négligent qu'une autre personne l'a fait.
Il cite, par exemple, ce que sa femme séparée aurait fait en faisant défiler son téléphone. Cette violation a causé un préjudice à l'ADERA et elle a subi des dommages. Pensez-vous que c'est clairement un cas de négligence? Vous savez, la raison pour laquelle ces lois sont adoptées, dont nous parlons, c'est parce que la négligence est parfois difficile à prouver dans ces situations. Il existe une obligation entre lui et l'ADERA pour garder ses vidéos privées. La question est de savoir à quel point il doit protéger son téléphone. Si quelqu'un a pu y accéder sans son consentement et retirer ses images, il pourrait ne pas être coupable selon la loi. Cependant, tout le reste dont nous venons de parler, où vous avez évoqué les préjudices causés, l'attente raisonnable qu'il ne partagerait pas ces images, ce sont des motifs et des éléments d'action en justice vrais et exacts qui, selon moi, devraient être retenus dans une affaire comme celle-ci. C'est la question. Comment peuvent-ils le prouver? Donc, d'abord, je pense qu'ils doivent prouver qu'il n'y a aucun moyen, aucune possibilité que les vidéos proviennent de l'ADERA, qu'elle n'aurait aucune intention de les diffuser elle-même. Et ensuite, ils doivent dire que la seule autre personne possible, c'était lui, via son appareil, via son compte. Et ils pourraient avoir du mal à dire qu'ils peuvent prouver qu'il l'a réellement fait. Nous avons, vous savez, qu'il l'a fait intentionnellement. C'est lui qui l'a fait contre le fait qu'il était tellement négligent et distrait qu'il a, vous savez, laissé quelqu'un d'autre accéder à son téléphone. Je suppose que la question est, vous savez, comment pouvez-vous prouver cela? Quelles seront les défenses? Elles pourraient être valables. Je n'y prête pas attention, je ne pense ni à elles ni aux vidéos. Je ne sais pas qui a mon téléphone ou quoi que ce soit. Vous savez, j'ai beaucoup de documents importants dessus. Je pourrais craindre que quelqu'un accède à mes comptes bancaires. Vous savez, je ne pense pas à ces vidéos. Mais en même temps, cela montre bien que les vidéos ont été publiées et qu'elles le désignent comme étant la seule source. Alors, parlez-moi encore de ce que seront les preuves pour prouver cela et de quelles pourraient être certaines des défenses. Oui, donc très souvent dans ce genre d'affaires, surtout celles qui impliquent WhatsApp et Internet, il faut de bons vieux enquêteurs en cybercriminalité pour prouver qui est derrière tout ça. WhatsApp appartient à Meta. Dans un cas comme celui-ci, j'enverrai d'abord une assignation à Meta pour obtenir toutes les informations liées au numéro de téléphone. Meta nous donnera des adresses IP et les infos du compte. Et les avocats vont devoir faire tout le travail nécessaire dans cette affaire pour retrouver toutes les informations disponibles afin de prouver que cela remonte directement à Blake. Après cela, il doit quasiment prouver que ce n'était pas lui et que quelqu'un d'autre avait utilisé son téléphone. C'est donc une pure question de crédibilité. Et clairement, dans une situation comme celle-ci, je ne trouverais pas crédible de penser que quelqu'un d'autre ait eu accès à son téléphone. Ils avaient le mot de passe, il faut un iPhone, puis accéder aux messages WhatsApp chiffrés pour les partager. Pour moi, il est plus probable que lui, si vous pouvez montrer les preuves matérielles qui mènent à lui, c'est lui qui a réellement diffusé cette vidéo et choisi de la partager. Quels dommages et intérêts sont attendus? J'ai vu dans la plainte un minimum de 50 000 dollars, c'est bien ça. Je peux me tromper, mais quels dommages et intérêts attendez-vous? Oui, donc ces affaires se règlent soit pour beaucoup d'argent, soit pour 150 000 dollars. Elle a été blessée et a subi des préjudices. Vous parlez de dommages d'intérêt punitifs parce que cela est conçu pour lui nuire et lui causer un certain type de préjudice. Des frais d'avocat seront engagés. Supposons qu'elle reçoive seulement 150 000 dollars. Je suppose que les frais d'avocat seront bien plus élevés que cela. Et en réalité, il va y avoir un certain aspect punitif ici parce que je n'ai aucun doute dans mon esprit que s'il a partagé ces vidéos, il l'a fait dans l'intention de lui nuire. Elle pourrait aussi demander des dommages-intérêts punitifs. Le verdict moyen dans une affaire comme celle-ci est d'environ 2 à 3 millions de dollars, je dirais, à New York. Je connais moins la Floride, mais on parle potentiellement de millions de dollars de dommages-intérêts. Je savais ne pas être fou. Le paragraphe d'ouverture précise que c'est une action en dommages-intérêts dépassant largement les seuils de compétence de ce tribunal, soit 50 000 dollars. Donc, c'est bien comme ce tribunal le dit. Non, c'est intéressant car les avocats ont décidé d'agir uniquement selon les lois de Floride sans invoquer la loi fédérale. Je pense qu'ils l'ajouteront dans une version modifiée. Ce qui rend la loi fédérale puissante, c'est qu'elle repose sur le consentement. Donc beaucoup de ces lois que vous avez dans des cas comme celui-ci viennent d'une base pénale où il fallait avoir l'intention de causer un certain type de préjudice. Pour les lois fédérales, il suffit de dire que vous saviez ne pas avoir le consentement pour partager une image et l'avez fait quand même. Et c'est ce qui le rend si différent. C'est pourquoi il est si important d'inclure cette loi dans tous ces cas. Pourquoi ne pas emprunter la voie fédérale tout de suite? Ils auraient pu déposer une plainte comme celle-ci
Et cela pourrait s'expliquer par leur conviction que les lois de Floride étaient très puissantes et en leur faveur. Il se peut aussi que la Cour d'État n'ait pas voulu inclure de motifs d'action fédéraux en l'introduisant ainsi. Intéressant. Puis-je vous poser une question à ce sujet? Je ne sais pas si c'est une défense, mais la déclaration des avocats de Belay est intéressante. Citation. Sa carrière artistique et son prestige international excluent tout besoin ou intérêt pour de tels événements. Encore une fois, c'était une déclaration sur les réseaux sociaux. Je pense d'ailleurs qu'ils ont peut-être aussi supprimé cela, mais il est écrit: nous rejetons catégoriquement la diffusion sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques d'une vidéo intime qui viole la vie privée et la dignité des personnes concernées. C'est une déclaration intéressante. Il ne serait certainement pas le premier individu ayant un certain statut de célébrité à diffuser des images intimes sans le consentement d'une personne. Ce n'est pas un délit fondamental. Certainement, je crois qu'Antonio Brown a diffusé les photos de son ex en ligne en violation des lois. C'est arrivé avec Rob Kardashian il y a des années. Cette diffusion d'images n'a rien à voir avec le fait que vous soyez célèbre ou non. La célébrité n'empêche pas de blesser les sentiments des autres. Et clairement, on regarde tout le temps des potins de célébrité où l'un essaie de se venger de l'autre. À mon avis, s'il a intentionnellement diffusé ces vidéos, il savait à quel point il était important pour elle qu'elle reste privée. Et il a choisi de se venger d'elle de cette façon aussi. Je veux aussi terminer en lisant une déclaration qu'elle a publiée sur X. Elle est en espagnol. Nous avons fait de notre mieux pour la traduire, soyez indulgents pendant que je la lis. Je suis profondément dévasté. Un moment intime et privé a été divulgué sans mon consentement dans un acte qui représente l'une des trahisons les plus cruelles que j'ai jamais vécues. Seules 2 personnes, l'autre et moi, avaient vu cette vidéo. Une personne qui m'a menti dès le début, qui a été témoin de la façon dont j'affronte des conséquences douloureuses à cause d'elle, et qui, malgré tout, n'a jamais pris la peine de me protéger. Aujourd'hui, voyant que je suis stable et en train de me reconstruire, cette même personne décide de m'exposer de la manière la plus basse qui soit. Cet acte viole ma vie privée, porte atteinte à ma dignité et a causé une grande douleur à ma famille et moi. Cette fuite constitue une forme de violence envers les femmes. Le plus douloureux a été de subir moqueries, haine et jugement, tandis que le vrai auteur reste silencieux. Encore une fois, le fardeau est sur moi, la femme, pas sur celui qui a abusé de ma confiance. Malgré tout, je ne laisserai pas cela me détruire. Je ne suis ni la première, ni la seule, ni la honte ici. La honte revient à celui qui a trahi. Je suis toujours là, la tête haute, pour moi-même, pour ma famille et pour toutes les femmes qui ont été victimes d'un narcissique. J'engage des poursuites et reçois des conseils juridiques pour agir en conséquence. Je ne me cacherai pas. J'ai des engagements professionnels et des responsabilités personnelles qui nécessitent ma présence sur les plateformes numériques, et je continuerai à les assumer. Ma valeur n'est pas définie par une vidéo, ni par la cruauté des autres. Mon histoire ne s'arrête pas ici. Daniel, qu'en penses-tu? Il n'y a pas de déclaration plus vraie. Partager l'image intime de quelqu'un sans consentement constitue une violence domestique. La plupart des commissariats vous orientent vers un service spécialisé pour victimes. J'espère vraiment qu'elle obtiendra ce qu'elle cherche au final et qu'il devra souffrir pour ce qu'il lui a fait. Ce genre de comportement nuit aux femmes partout dans le monde et il vise principalement les femmes. Et le blâme de la victime ne devrait pas être toléré dans une situation comme celle-ci. Et je vous comprends si ces allégations sont vraies. Et écoutez, il aura l'occasion de répondre. Il aura l'occasion de se défendre. Nous verrons où cela mène, mais c'est vraiment, vraiment troublant, pour dire le moins. Daniel Zakowicz, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci, je l'apprécie également. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou vos plateformes habituelles. Suivez-moi sur Instagram ou X, JC Weber, à bientôt.